Bien. Ça va comme ça? On peut baisser encore un peu? Je fais signe là-haut pour qu'on baisse. Jean-Michel, si tu peux encore un tout petit peu baisser la lumière, parce que... Oui, sinon on est comme dans le film. Non, moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'évidemment on a vu un film par la grâce de Jean-Pierre Daniel, mais quand nous l'avons fait, nous, ce film, c'était un prétexte à faire autre chose. C'était une occasion de nous réunir tous pour un projet qui nous rassemblait autour de Yves, dont nous avions envie qu'il s'ouvre à un espace plus grand de gestes, parce qu'il était extrêmement réduit dans ses gestes et dans son corps, et que petit à petit, il y ait plein d'occasions qui l'entraînent à faire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire et qu'on ne lui aurait pas demandé. Grimper à quatre pattes des collines, ou Dieu sait quelle chose, faire des nœuds, tirer des câbles. Enfin, c'est venu au fur et à mesure quantité de gestes qu'il n'avait jamais fait et qui l'ont accoutumé à ces grands espaces. Moi, j'avais envie de l'accoutumer à des grands espaces parce qu'il avait le vertige. Il avait toujours beaucoup le vertige quand il est arrivé chez nous, au point de ne pas pouvoir descendre des escaliers comme ça. Il fallait qu'il ne soit pas trop à pic. Et il avait une chambre qui était un petit peu surélevée. Il y avait une espèce de petite échelle pour descendre. Il y avait peut-être 5 barreaux. Il fallait prendre ses pieds pour les mettre d'un barreau à l'autre. Et il ne savait pas descendre le dos à l'air. Il fallait qu'il soit face à l'air. Donc il ne pouvait pas descendre comme ça. Ça a été très long pour lui apprendre tous ces gestes. Je dois dire que votre intention première a été pleinement réalisée. Car la première impression de ce film, c'est évidemment l'espace. Et c'est un espace qui, au fond, n'est pas du tout perspectif. C'est un espace qui ne se spatialise que par la lumière sur un plan, un grand plan, avec de temps en temps quelques indications de strates ou des maisons dressées comme dans un tableau de Cézanne, un peu. Et je suis justement, pour parler de ce film, dans la même situation que le personnage. Je me trouve moi aussi devant un grand vide animé, à partir de quoi je dois découvrir, comme lui, inventer quelque chose. Il s'agissait de l'invention d'un geste. Un geste qui s'invente à partir de rien. C'est-à-dire, c'est l'invention humaine par excellence, qu'il s'agisse d'inventer une roue ou qu'il s'agisse d'inventer une théorie scientifique quelconque. C'est cette image du rien, mais du rien vivant, du rien animé par la lumière, m'a paru, c'est la chose qui m'a le plus frappé d'entrer dans ce film. Maintenant, sur le titre même, le moindre geste. Le moindre geste, coûte-t-il ou non? Ici, je ne peux pas perdre de réponse, parce que je vois bien que l'invention d'un nœud est une chose extrêmement complexe, difficile, à laquelle on arrive à la fin, on ne sait pas comment. Et d'autre part, se débattre avec une corde qu'on traîne et qui se révolte à chaque fois, également ne va pas de soi. Il faut donc qu'il y ait une part d'invention, et à partir d'où l'importance de la main et du sentir manuel, donc l'importance du corps, et du corps moteur, du corps expressif, et par là même signifiant. C'est ce qu'on arrive à la longue à percevoir dans ces personnages. Il y a un deuxième point qui me paraît extrêmement important, c'est la possibilité du personnage d'être avec. On voit très bien la première fois quand le plus jeune tend la main à celui qui est embarrassé pour gravir le rocher. Il vient vers lui. Mais ensuite, quand on voit
ce qui n'est pas encore une rencontre entre la fille du carrier et lui. On ne sait pas exactement ce que l'un voit de l'autre. Ça, ils passent facilement l'un à côté de l'autre et, si vous voulez, la conjonction, l'union reste longtemps incertaine. Ce qui prouve que l'être avec ne va pas de soi aussi immédiatement qu'on peut croire, qu'il y avait sans doute l'expérience antérieure de l'aide, de l'entraide, de donner la main avec l'autre. Qu'on ne voit. D'autre part, ce moindre geste, on voit combien il n'est pas seulement primitif, mais il reste perpétuellement contemporain. Quand je vois la jeune fille essayer ses chapeaux, et quand je vois lui essayer son nœud, c'est un peu la même chose. La même difficulté à trouver, disons, une situation qui vaille, qui existe en soi. Alors, les gestes expressifs sont donc, semble-t-il, devraient sembler plus aisés à faire que des gestes vraiment utilitaires. Mais là, justement, quand on cherche l'expression, on n'est déjà plus dans la spontanéité de l'expression elle-même. Voilà pourquoi, au fond, elle n'arrive qu'à donner un exemplaire parmi d'autres, tandis que lui réussit au moins à tirer un buisson, animé d'ailleurs comme un animal, ce buisson. Hein. Et donc, c'est un des aspects de la vision qui donne que toute chose est animée. Aussi bien un arbre, un buisson, une pierre, un tas de cailloux. Et que le mystère ne se dissipe pas par une combinaison calculable. Hein, ce n'est pas que les chutes de pierre ne lui apprennent pas grand-chose. Hein, tandis qu'à prendre une pierre et à l'acheter, lui, il en sait déjà plus. C'est donc sur la modestie du premier geste, mais la profondeur qu'il suppose chez un être, cette capacité d'existence qui dépasse le simple fait d'être jeté au milieu de ce paysage. Voilà ce qui me paraît un des points les plus importants qui justifie le titre même du film. Il me semble que ce film-là est très, très fidèle à la personnalité de Deligny. C'est presque du Deligny comme ça, une sorte de, ce qu'on appelle une diagrammatisation de Deligny, qui avait, tu l'as mieux connu que moi bien sûr, on peut dire une existence poétique à la limite du tragique quand même, toujours comme ça. Et il me semble qu'il dit bien que prendre la parole, c'est toujours des formules de Deligny, hein. C'est très dangereux, quoi. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et qu'est-ce qu'elle devient? Prendre la parole, vous vous rendez compte? Quel culot, hein. Rigolo. Alors il y a des petits, dans le dernier livre, un des derniers, parce qu'il va y en avoir d'autres, qui a été ramassé, disons, dans ce qui restait. Il est mort, en fin de compte, dans une solitude effarante. Hein. Il restait, il écrivait sur une planche, comme ça. Bon. Et alors là, ça s'appelle Essi et Copeaux. Dedans, il y en a qui sont même presque comme des haïkus japonais. Par exemple, je vais vous lire quelques petits encoches comme ça. Hein. Par exemple, 83. Hein. Il dit « Il fut un temps où il n'y avait ni lettres, ni mots. » Bon. On peut enchaîner, hein. On va voir si ça peut s'enchaîner. Et puis, à un autre moment, il dit « Le langage mène à tout. D'aucuns n'en reviennent jamais. » On peut continuer un peu. Hein. 115.
C'est juste à l'instant que j'avais repéré ça. 115. Les mots sont comme des galets dans la mer. Ils se lissent à l'usage. C'est une existence très poétique, concrète. Hein. Ça me fait penser à une autre phrase où il débute ce dernier chapitre d'un livre extraordinaire qui s'appelle « La 7e phase du dé ». Des fois, quand il y a des gens qui me demandent bah, « Qu'est-ce que vous faites ?» etc. Enfin, « Qu'est-ce que vous faites ?» La psychothérapie, machin truc, psychiatrie. Et alors, moi, j'ai dit, il faudra dire ça aux évaluateurs. Je vais bientôt en avoir. Je m'occupe de la 7e phase du dé. Hein. Alors, ils vont évaluer ça. Bon. Ça, c'est très intéressant dans le film. Un autiste, être humain sans langage, nous surprend encore plus que s'il était sans ombre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, tout ça. Le moindre geste est bien souvent d'origine langagière. C'était un poète extraordinaire quand même. C'est un poète et le langage, il savait de quoi il parlait. Hein. C'est au moins qu'on puisse dire. Hein. Oui. C'est pas, dis donc, quelqu'un à l'état brut comme ça, voilà. C'est loin d'être de cette naïveté de croire qu'il n'y a pas de langage, quand même. Pas du tout. Non, il savait s'en servir, en plus. Il en voulait au langage, parce que le langage était une chose, on en a parlé un jour, je vous ai fait une remarque à M. Maldinet, et qu'il m'avait faite, le langage est en train de dévorer l'existence. La langue, pas le langage. C'est-à-dire que j'ajouterais... Je veux dire ceci, que les linguistes ont presque tous oublié, c'est de se demander ce que parler veut dire. Eh bien, parler veut dire, il y a un vouloir dire et il y a un à dire. Mais quoi? On n'en sait rien. Quand on reste comme ça, bouche bée, on éprouve le passage, l'opposition réciproque du à dire et du vouloir dire. Et dès qu'on sait qu'on dit on va dire quelque chose, on va le préciser, on tombe déjà sur un sémantème de la langue. On est déjà hors de la puissance inventive et du langage et de l'existence. Et c'est une chose, ce que Lacan appelait la langue, et qui est une très mauvaise expression. Et je crois qu'Oury, même ce matin, disait, mais c'est le langage, et il a parfaitement raison, c'est ça le langage. Le langage sans mots, mais dans le pressentiment, disons, de l'articulation possible. Hein, le corps est engagé dans sa puissance articulatoire qui reste, pour ainsi dire, bloquée. Hein, bloqué sur elle. Et, enfin, finalement, les linguistes auraient dû commencer par la véritable origine du langage, ce qui en reste, qui est le langage poétique. Le langage poétique qui doit s'élever au-dessus de la langue. Non pas du tout en faisant des petits découpages artificiels comme dans bon nombre de poésies soi-disant contemporaines, mais savoir à un moment donné réinventer le moment d'ouverture même de la langue. C'est le moment parlant de la langue. Or, même en ce moment même, quand je dis ces mots, je pêche même contre ce principe, étant donné ces mots qui viennent à ma disposition sont déjà trop faits. Hein? Mais sauf couverture est indéfinissable. Personne ne veut dire ce que veut dire. Hein, il n'y a pas un ouvert qui m'attend. Et c'est pas moi qui vais ouvrir non plus quelque chose. C'est bien autre chose. C'est au-delà de l'objet. Et justement, ce que
Houry remarquait tout à l'heure, va taper dans ce sens que le réel n'est pas composé d'objets. Hein, c'est pas ça, les objets. Déjà, une interprétation, une construction, je me suis donné déjà un certain nombre de possibles qui constituent une langue, non seulement moi, mais tous ceux qui parlent. Et c'est possible, c'est, disons, des hommes qui en sont l'ouvreur, mais qu'est-ce qui les assure qu'ils atteignent à la réalité, même à la leur? Pas du tout. Mais il manque, comme toujours, mais ce que vous disiez vous-même dans l'apprentissage des enfants que vous menez dans la campagne, le moment qui est le plus négligé et qui est le plus nécessaire, qui est l'étonnement. Et la première affirmation, c'est le point d'exclamation, c'est l'exclamation. Il y a et j'y suis. Avant même qu'il y ait n'importe quel monde. Voilà l'origine même. Il n'y en a pas d'autre. Et il n'y a pas de fondement. Qu'en est-il, disons, de la jouissance? Parce que être en vie, c'est jouir de la vie. Ouais. Ça se dit. La jouissance, c'est pas la jouissance phallique, avant tout, c'est la jouissance d'être en vie. Hein. Alors, il y a de la jouissance. Hein, et on sent bien il y a des ratés. Alors, c'est magnifique. Il n'a pas la faculté il n'arrive pas à faire des nœuds. Bon, il me semble que la civilisation, ça commence à faire des nœuds. Il n'y arrive pas. Hein. Ça l'agace. À un moment donné, il est agacé. Il jette ça, il reprend ça. Et pendant ce temps-là, la jeune fille, elle sait faire des nœuds. Et ça, rien à foutre, quoi. Bon. Alors, ça, il y a un drame, là, qui se pose. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'avec. On peut dire par là d'une façon un peu brutale. Il y a un défaut profond de jouissance d'être en vie. Il n'y a pas de jeu de mots. Il est à un niveau même pas de la langue ou du jargon du buffet. Même pas. Hein. C'est quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'avec. Pour qu'il y ait de l'avec, il faut un minimum justement de redélimitation. Hein. Peut-être l'élément peut-être le plus important pour moi, c'est heureusement que la fille a un caillou dans sa chaussure. C'est peut-être le sommet du film, c'est qu'elle a un caillou dans sa chaussure. Hein. Elle l'a pas fait exprès. Ça aurait été effrayant qu'elle mette un caillou exprès. On peut imaginer les pervers psychopathes pédagogues comme ça, de mettre un caillou dans la chaussure pour que le type... rien, caillou dans la chaussure, ça arrive. C'est presque un événement. Un événement. Là, il pouvait se passer quelque chose. Elle a tous essayé. Et il a pris le caillou. Ou est-ce que c'est elle qui lui a donné? Elle lui a donné, il l'a pris. Hein? Elle a sorti de la chaussure, elle lui donne. Elle a pris le caillou, elle lui a donné. C'est le premier don de la civilisation. Elle lui a donné et il l'a pris. Il ne l'a pas rejeté, il l'a admiré. C'était un don absolu, hein, au ciel. Et puis il a jeté, disons, dans la nature, l'eau qui passe, qui emporte tout, etc. Enfin, Héraclite et compagnie. Hein. C'était Héraclite, le caillou. On jette le caillou dans Héraclite et puis après, il n'a plus qu'à rentrer à l'asile. C'est une aventure extraordinaire. Le caillou, c'est là. Tout était fait pour qu'elle ait... on peut dire tout le film était construit, j'exagère, pour qu'elle ait un caillou dans sa chaussure. Mais comme histoire de caillou, il y en a un dans Freud, dans le Mora, une pierre sur la route, et dit ma fiancée va passer, il faut que je l'enlève, j'ai le risque de culbuter dessus. Il l'enlève et ensuite il la remet. Alors, mais je crois que ce qu'a dit José Manenti est très important, point de vue du film, présence et lieu. Voilà, ça c'est le contraire d'objet
Et un lieu, c'est pas simplement l'espace. Hein. Ça, c'est nous modernes. Mais toute chose est à son lieu. Et elle le distribue, elle l'impose autour d'elle. Elle a sa tension, moi, telle que je la vois. Hein. Elle n'est pas bloquée comme dans un tableau dits surréalistes qui sont hypo-surréalistes, hein, où vous êtes bloqué sur place dans votre épaisseur. C'est le contraire. Après que je vois n'importe quoi, les choses communiquent entre elles sur cette table parce qu'elles ont une sorte d'expansion. Parce que leur lieu, ça soit bien. Il y a des points fixes et des points mobiles. Hein. Si je bouge, il y a des mouvements apparents, des mouvements réels. Il n'y a donc pas un seul et même espace de même type que je suis en train de vivre. Or, là, ce qui est important, c'est extrêmement difficile dans un film ailleurs de donner l'idée de lieu absolu, sans espace. Et il y a certains moments, au départ, dans les parties les plus nues, où la chose se produit. On ne sait pas bien ce qu'il y a dedans, s'il y a quelque chose. On voit l'espace d'abord. Mais d'autre part, il y a la voix. À mon avis, ce sont des voix entendues et pas dites par lui. C'est ce qu'il a retenu en quelque sorte, des discours qu'on lui a tenus, parce que ce n'est pas du tout finalement ce qu'il inspire. C'est ce qui est au fond, au-delà de sa situation, correspondant à la nôtre, mais qui marque un caractère également artificiel du discours institué humain. La parole. Hein? Et où il manque la parole. Il y a un discours, mais sans parole. Un discours, vous enchaînez des mots, des sémantèmes ou des liaisons syntaxiques, mais ça ne veut pas dire que vous le réalisez, je veux dire que vous vivez la situation. Et là, manifestement, dans son discours, il n'y a aucune situation qu'il vivait, et je ne sais pas s'il y en a une qui était vraiment vivable, même pour un contemporain. Ouais. Et je dirais presque heureusement, hein, parce qu'on ne vit pas de discours. On peut vivre de la parole d'un autre, la parole qui touche à un réel, et qui l'évoque en moi, et qui évoque ma propre réalité, en même temps que celle de l'autre. Tandis que le discours, c'est une réalité déjà toute faite, convenue, objectivée. Donc tout est thématisé, tandis que justement, dans ce qu'il a à faire, parce que ce sont des gestes, ce n'est pas thématisable. Voilà pourquoi on n'apprend pas à faire un nœud simplement en calculant. Hein. Les champions des nœuds, les Indiens par exemple, l'inventent à même le contact et le mouvement de la main. Mmh. Mais justement, c'est peut-être parce que ça fait plusieurs fois que je vois ce film et surtout que j'entends Yves et l'impression de l'entendre, d'entendre ce qu'il dit, alors que la première fois, j'avais l'impression de saisir seulement quelques mots au milieu de choses inaudibles. Et alors, artifice du montage peut-être, mais il y a un rapport important entre ce qui est dit et le thème du film. Ce qui fait qu'on a l'impression que c'est moins plaqué qu'il ne paraît. C'est ça qui est très compliqué, c'est pour ça que je me demande le rapport avec... Moi, je ne connais rien du tout au cinéma, et comment on articule des propos et une image. Je ne sais pas pourquoi c'est cette idée-là qui me vient en vous écoutant et la manière d'avoir envie de répondre. Il me semble que quelque part, aussi bien le tournage que ces enregistrements se font dans un moment de jeu. Au sens où jamais Joe a surpris Yves en train de faire un nœud par hasard, avec une caméra cachée qui aurait été de dire... Et en même temps, c'est évident que Yves, au moment où il est là, assis contre sa restanque, est bel et bien en train de se battre avec son nœud. Mais
Est-ce qu'il joue à jouer? Non, il ne fait pas semblant de ne pas faire le nœud, mais il est dans le jeu quand même, dans le fait que, à la limite, on raconte une histoire, il y a l'autre qui est dans son trou, et il va falloir aller chercher un câble. Donc cette espèce du jeu, je ne sais pas après quoi en faire, mais pour moi, ça me paraissait très très important, cette dimension-là dans le travail d'image, et que c'est la même chose dans le son. D'une certaine façon, Yves était quand même sollicité pour se lancer dans ces grands moments de parole, presque comme on a joué à ça aujourd'hui, presque raconte ce qui s'est passé. Alors quel rapport ça a exactement entre, je vous ai fait une pancarte, je vous ai mis danger de mort, c'est clair, on voit la pancarte et on voit danger de mort, ça veut bien dire que ça n'a pas été dit au moment, c'est pas synchrone puisque ça n'a pas été enregistré au moment du tournage, mais que c'est quand même quelque part dans l'histoire. Dans l'histoire. Et ça s'est fait. À ce moment-là, on voit bien que ça s'est fait. Quand il est en train de vitupérer avec son arbre dans la tête, là, je vous dis, le jeu, il y en a un troisième qui joue. C'est moi. C'est clair que cet arbre dans sa tête et Yves en train de faire ça, c'est le seul moment où j'ai eu envie de faire croire qu'il le dit en vrai. Or, il se trouve que la bouche est dans l'ombre et je vous fais croire que c'est labial. On a l'impression presque que c'est en direct. Et cette parole-là, c'est la seule parole que j'ai enregistrée. C'est-à-dire que c'est un travail, c'est une improvisation de Yves beaucoup plus tard que tout le reste. Et ça veut dire que c'est quoi? C'est Yves à ce moment-là, on l'évoquait, qui est à Gragnès avec Deligny. En face, il y a Gourgas, où il y a eu ceux qui sont venus faire la Révolution. Et vous voulez faire la Révolution ici, bande de cons, vous êtes derrière, sera tout rouge jusqu'au sang. C'est ça. Et ça, c'est clair que c'est de l'ordre. Et ce jeu-là, de le mettre sur ces images-là, moi, je joue. Mais je pense que c'est monter, c'est jouer. C'est, je veux dire, c'est se laisser surgir, se laisser d'un coup surprendre par le fait que ça va ensemble. Alors là, je vais vous dire qu'il y a quelqu'un qui m'a encouragé à ce jeu, parce que c'est pas, je sortais de l'IDEC à l'époque, et c'est pas l'IDEC qui m'avait appris à jouer. Quoique, j'ai eu la chance d'être un élève d'un opérateur qui s'appelait Guylain Cloquet, qui, à mon avis, nous avait appris à jouer de façon très, très forte avec le cinéma. En tous les cas, nous avons compris que c'était par là que ça se jouait. Mais il y a quelqu'un qui, à un moment, a regardé les 3 heures qu'on avait montées, sans le son, et à qui on a montré ça, à la demande de Deligny, qui nous dit « va le voir, lui ». On lui montre ces 3h30, c'est Chris Marker. Un soir, dans une pièce, on arrive avec notre film, il avait un petit appareil de projection 16, et on lui a projeté pendant 3h30 ce qu'on avait fait à ce moment-là. Il n'a rien dit tout le long de la projection. À la fin, il m'a simplement dit « tu restes là, demain tu as une salle de montage ». Et donc, à partir de là, j'ai eu une salle de montage, la possibilité de repiquer des sons, de commencer à travailler. Ça a duré 3 mois à peu près, alors que ça faisait 2 ans qu'on travaillait. Et dans ces 3 mois-là, de temps en temps, il venait, il s'asseyait à côté de moi. Mais sans rien dire. Simplement, il rigolait. Ou il me tapait sur l'épaule en disant « vas-y ». C'est-à-dire « vas-y, joue ». Et je l'ai souvent dit, on ne savait pas qu'on faisait un film. Et moi, l'idée qui dure 1h45, c'est tout à fait par hasard. C'est pas voulu. C'est un long métrage, ah bon. C'est un film documentaire, ah je sais pas. C'est dommage qu'on n'ait pas commencé par le jeu. Oui. Parce que ça intègre justement ce qu'on vient d'entendre là. Mais il y a du jeu, quelque chose qui apparaît alors, en plus de la situation, les Cévennes, de Ligny, l'autisme, il y a une autre dimension. Ça fait penser un petit peu, enfin d'une façon comme ça. On n'y était pas encore dans l'autisme. C'est le livre de Eugen Fink, le jeu symbole du monde. Hein, c'est un phénoménologue, là, mais qui est en question. C'est le jeu qui introduit quelque chose d'autre. C'est pas un simple documentaire. Bien que je ne sais pas si ça existe. Non, je ne crois pas. Ça n'existe pas, d'ailleurs. À partir du moment où c'est on là. a joué vidéo, à faire un film, on n'a pas fait un documentaire. Un jeu dans lequel il est pris lui-même. Hein. Ouais. Alors, il ne faut pas prendre des grands mots, c'est pas thérapeutique. C'est pas ça. Non, on s'en fout, c'est pas ça. Il y a un jeu là, et qui est quand même une dimension quand même d'existence, quoi, et essentielle quand même, si on peut dire. Et moi, à mon avis, c'est ce qu'on propose au public. Hein? C'est d'être dans ce jeu-là. Oui, j'aurais souhaité savoir ce que M. Mallinet pensait de ce qu'il en est de la beauté.
qu'est-ce que la beauté? Parce que dans ce film, il y a des images qu'on trouve très belles. Bon. Et est-ce que c'est en rapport avec ce qu'on disait du rythme, d'un rythme qui serait en liaison avec quelque chose de vital? Enfin, j'ai toujours eu du mal à définir ce que c'est que le beau. Enfin, voilà. Ce que c'est que la beauté. Je crois que c'est l'ouverture. Tout ce qui est... Je ne peux pas distinguer le beau du vrai. Non pas pour reprendre Victor Cousin, mais parce que je crois premièrement qu'il n'y a pas de critère de la beauté d'une œuvre d'art. On ne peut pas dire une œuvre d'art, c'est ça doit être cela. Bon, c'est ce qui plaît universellement son concept ou est-ce qui est conforme au concept hegelien? Non. Une œuvre d'art, ça, elle porte en elle-même, si vous voulez, sa mise à découvert et sa mise en vue coïncident. Et c'est vous qui êtes transformé, c'est vous qui existez en coprésence avec elle. C'est pourquoi l'esthétique est une éthique. C'est pourquoi ce n'est pas du tout un divertissement, même au sens de Kierkegaard dans son analyse de Don Juan. Non, je pense que l'important c'est ça, c'est débarrasser de l'idée de critères, ce qui est introduire l'art dans un système théorique. Il n'y a pas du tout de système théorique. Je ne suis pas le premier à le dire. Lukács, Oscar Becker l'ont dit toujours que la situation esthétique et la situation éthique diffèrent radicalement de la situation théorique. Dans une situation théorique, il n'y a plus de sujet, il n'y a plus qu'un objet. Et le sujet, bien, c'est la subjectivité transcendantale au sens de Kant. Mais je dirais qu'il n'y a même pas de sujet ni d'objet. Il y a moi et cette œuvre. Et tous les deux, nous sommes révélés à nous-mêmes en coexistence, et en coprésence. Et vous ne pouvez pas mettre un autre à votre place, ni mettre une autre œuvre que celle-ci. Une œuvre d'art est toujours unique. Même si deux œuvres d'art se ressemblent, elles se sont annulées mutuellement. C'est impossible. C'est le mensonge de l'histoire de l'art, ça, de nous faire croire qu'il y a des passerelles, mais qui sont tout à fait en dehors de l'art lui-même, qui concernent le matériau, la technique ou la fonction. Mais ça, c'est pas du tout ce qui fait une œuvre. Elle est irremplaçable comme moi. Et cette chose, ce que dit un logicien, comme Wittgenstein, quand il dit lui-même, il appelle ce qui n'est pas le logique, il l'appelle le mystique, ce qu'on doit être. Et il dit, il y a du mystique, l'esthétique et l'éthique. Il n'y a pas de proposition esthétique et de proposition éthique, ça n'existe pas. Ça ne fait pas partie du calcul. Pour cette chose très simple, il n'y a de logique que de l'objet. Il n'y a d'art et il n'y a de situation éthique que de l'existence, que d'existant. Et un existant, ce n'est pas un objet.